Oula, c'est pour quoi faire le bonnet? Ah, je reviens d'Islande là. À l'instant? Non, il y a 2 jours. Et donc, le bonnet? Ah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, je me suis habitué à porter un bonnet, du coup je trouve ça confortable maintenant. Ok. Tiens, en fait, je voulais te demander, tu savais qu'il n'y avait pas l'euro en Islande? Ah bah oui. Ben moi du coup je savais pas. Ça m'a coûté vachement plus cher que prévu. Et puis du coup maintenant, j'ai des couronnes islandaises à changer. Donc ça me saoule. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tous la même monnaie? Un genre d'euro global, le gloro. Ah, ça c'est une bonne question. Il y a de quoi se faire un petit épisode avec ça. Pourquoi est-ce qu'on a plein de monnaies différentes sur la planète? Les crédits républicains n'ont pas cours ici, je veux du palpable. Il se trouve que je n'ai que ça, mais les Dataris feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Les Dataris feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mecs comme ça? Bon, le but ici, c'est pas d'expliquer pourquoi chaque pays, dans le passé, a créé sa propre monnaie, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, même aujourd'hui, sauf en zone euro, on conserve un système bordélique avec plein de monnaies différentes partout. Voici un exemple qui illustre la vision classique des choses. Prenons 2 pays qui ont des monnaies différentes. Par exemple, le Zimbabwe et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, bonne idée ça! Non, je déconne. Je vais prendre les États-Unis et la France. On va considérer que les Américains sont plus compétitifs que les Français. Et pourquoi? Parce que c'est juste un exemple. Donc côté américain, il y a plus de flexibilité pour les entreprises, moins de taxes, plus de perspectives de croissance, tout est plus cool pour les investisseurs. Tout le monde va donc se mettre à vouloir investir aux États-Unis. Or, pour investir aux États-Unis, il faut avoir des dollars, et tu peux pas te pointer avec 2 euros. Donc pour un investisseur qui n'est pas déjà américain, il va falloir se procurer des dollars quelque part. C'est pas possible de les échanger directement sur place? Quand on est un investisseur qu'à la classe, on passe directement par le marché mondial des devises. Mais oui, on pourrait aussi imaginer un échange sur place. De toute façon, c'est pareil. Comme la valeur des différentes devises est gouvernée par la loi de l'offre et de la demande, et qu'on a un gros paquet d'investisseurs qui veulent des dollars, c'est-à-dire qu'on a une forte demande, on a une augmentation du prix du dollar. Oula, alors attends, le prix du dollar? Oui, alors c'est juste le taux de change qui grimpe en fait. Si 1 dollar était égal à 1 euro au début de notre exemple, imagine que désormais c'est 1 dollar pour 1,5 euros. Il faut plus d'euros qu'avant pour acheter des dollars. On dit que le dollar s'apprécie. Ok, en fait le dollar monte quoi. Voilà, sauf qu'au fur et à mesure que le dollar monte, les Américains deviennent de moins en moins compétitifs. Pour un investisseur étranger, le dollar coûte cher, de plus en plus cher. L'euro quant à lui devient de moins en moins cher par rapport au dollar. Si bien qu'au bout d'un moment, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir en France pour investir, le fait que l'euro soit bon marché va venir compenser tout ça. Et finalement, la France va attirer davantage les investisseurs que les États-Unis. Le processus s'inverse. Si tu as suivi, tu devrais pouvoir me dire ce qui se passe ensuite. La France devient la plus grande puissance économique mondiale, domine le monde pendant des dizaines d'années, colonise la galaxie. Ok, ça se réinverse encore? Voilà, évidemment, à chaque fois, ça prend du temps, mais le phénomène peut se répéter plein de fois. C'est un peu comme des genres de cycles qui, sur le long terme, entraînent une certaine stabilité. Évidemment, on est sur de la théorie très théorique. Il y a beaucoup de mécanismes en jeu, en réalité c'est beaucoup plus complexe, puis il faut aussi comparer ce qui est comparable. Là par exemple j'ai pris la France et les États-Unis, parce que ce sont 2 pays développés, mais il faudrait aussi prendre... Ok, on a compris. Il se passerait quoi si la France et les États-Unis utilisaient la même monnaie? En théorie, les Américains resteraient tout le temps plus compétitifs que les Français. La seule chose que la France pourrait faire, c'est s'aligner sur le modèle capitaliste américain pour attirer les investisseurs. Attends voir. C'est pas ce qui se passe en Europe justement, genre avec la France et l'Allemagne? On n'arrête pas de dire qu'il faudrait faire comme les Allemands? Oui, c'est une des critiques que certains économistes font de l'euro. L'Allemagne est très compétitive, les investisseurs ont donc tendance à y investir leurs sous, ce qui devrait avoir pour conséquence une appréciation de la monnaie allemande, qui la rendrait donc au fur et à mesure moins compétitive et permettrait aux autres pays européens d'être plus attractifs. Comme c'est pas possible, on nous rabâche les oreilles avec le modèle allemand. Pourquoi c'est pas possible? C'est une blague? Non. Parce que l'Allemagne fait partie de la zone euro. Ah la vache, oui. Non mais je sais pas, je crois que j'avais arrêté de t'écouter en fait. Ok. Les différentes monnaies sont utiles parce qu'il y a plein de pays avec pas les mêmes règles. Par exemple, les lois françaises s'appliquent sur tout le territoire, donc pas besoin de différentes monnaies en France. Mais dès que tu passes la frontière, c'est plus pareil. Contrat de travail, charges sociales, taxes sur les entreprises, taxes sur ton plat de nouilles, tout est différent. La compétitivité d'un pays, son attractivité pour les entreprises, dépend énormément des règles qui sont en place, d'où l'importance des différentes monnaies, qui vont agir comme un mécanisme de compensation pour rééquilibrer la donne. C'est notamment pour ça qu'on entend pas mal parler d'une Europe avec plus de convergence politique, vu qu'on est beaucoup avec la même monnaie, 19 pour être plus précis.
il y en a pas mal qui pensent que ce serait quand même pratique d'avoir des règles plus homogènes. Oups, je te coupe encore. Comment t'expliques que ça fonctionne aux États-Unis avec le dollar? Je veux dire, ils ont plein d'états différents avec chacun leur propre réglementation, genre, je sais pas, le Mississippi, la Californie et le Texas. Ça n'a rien à voir. Deux choses. D'abord, le gouvernement américain centralise une grande partie des taxes et fait des redistributions. Il subventionne les États les moins cool grâce aux taxes prélevées sur les États les plus balèzes. L'Europe fait la même chose, mais pas au même niveau. Pour te donner une idée, toute proportion gardée, le budget du gouvernement fédéral américain est 20 fois plus élevé que le budget de l'Europe. Mais encore plus important, aux États-Unis, s'il n'y a plus de boulot dans un État en particulier, les gens peuvent migrer vers un autre État plus prometteur. Décider d'aller chercher du boulot ailleurs. On parle de mobilité des travailleurs. Aux États-Unis, c'est largement facilité par le fait que les Américains parlent tous la même langue. En théorie, la mobilité des travailleurs est également possible en Europe. Un Français peut par exemple aller chercher du travail en Allemagne sans qu'il ait de problème de visa ou de quoi que ce soit. Le seul souci, c'est que, je sais pas pour toi, mais moi, je parle pas allemand. Ich liebe dich. Hein? Ça veut dire moi non plus. Du coup, j'ai une dernière question. C'est quoi le truc avec la Chine? Avec le coup du yuan, toujours sous-évalué ou surévalué ou je sais pas quoi. Alors, je suis déjà content que tu m'aies pas parlé du yen, qui comme tu le sais, est la monnaie japonaise. Of course. Quant au yuan, le gouvernement chinois a longtemps maintenu les cours de sa propre monnaie à des niveaux très bas, donc sous-évalués. C'est possible parce que la banque centrale chinoise n'est pas du tout indépendante, elle est contrôlée par l'État. Donc quand Xi Jinping veut que sa monnaie s'apprécie, il donne l'ordre à sa banque centrale d'en acheter un gros paquet. Et inversement. En l'occurrence, pendant un bon moment, c'était inversement. La Chine achetait des dollars et vendait du yuan. Et donc en Europe, on peut pas faire ça, contrôler le cours de l'euro? Tu vois par exemple, le quantitative easing de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a un impact sur les cours de l'euro. Parce que comme on l'a déjà vu dans cet épisode-là, le quantitative easing, c'est l'injection de nouvelles monnaies. On augmente l'offre, donc on fait baisser les cours. Mais la BCE est indépendante. Ce ne sont pas les États de la zone euro qui la commandent. Donc, ça marche pas comme en Chine. Et en fait, la majorité des gouvernements des pays développés ne contrôlent absolument pas les cours de leur monnaie parce que leurs banques centrales sont indépendantes. Pour résumer, la monnaie est un outil très utile pour gérer les problèmes de compétitivité entre différents pays. Donc, même si ce serait cool d'avoir un genre de... Comment t'avais dit déjà? Gleuro. Bref, même si le gleuro serait vachement pratique pour partir en vacances, économiquement, c'est quand même beaucoup plus avantageux de garder différentes monnaies. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à exprimer votre joie en cliquant sur le petit pouce bleu, voire même à vous abonner à la chaîne. En plus des liens pour me suivre sur Facebook et Twitter, je rajoute un lien vers mes vidéos sur Portfoliance, qui est un site qui, comme la chaîne, cherche à vulgariser la finance. On essaye de s'entraider sur internet, donc c'est ça la beauté du truc. Si vous voulez en savoir plus sur la finance, allez faire un tour sur leur site, il est vraiment sympa. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.